Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans notre troisième épisode sur le SQL. Dans le précédent épisode, on a parlé des fonctions d'agrégation, des fonctions de chaîne de caractères et des views. Dans ce nouvel épisode, on va aborder ensemble les jointures SQL. Les jointures sont un moyen très efficace pour obtenir les données de plusieurs tables dans une même requête. Aujourd'hui, on va se concentrer sur les jointures les plus communes que vous pourrez utiliser sur tous les SGBD. Voici notre épisode SQL, joindre l'utile à l'agréable. Mais du coup, qu'est-ce qu'une jointure? Si vous avez vu nos précédents épisodes sur SQL, vous vous rappelez de nos tables clients et commandes qui étaient liées par une clé étrangère. Eh bien, les jointures nous permettent d'obtenir des données qui viennent du mariage de ces deux tables. Ne vous inquiétez pas, vous allez très rapidement comprendre. Les jointures consistent à extraire les données de plusieurs tables en définissant une condition de jointure. Prenons un exemple. Dans notre base de données, on a une table client et une table commande, qui contiennent respectivement les informations des clients et des commandes. Grâce à une jointure, il est possible d'obtenir les informations de tous les clients associées aux informations des commandes qu'ils ont passées. Les jointures sont très utiles parce qu'elles nous permettent d'optimiser nos requêtes. Au lieu d'écrire plusieurs requêtes pour rechercher différentes informations, on peut écrire une seule requête avec plusieurs jointures. Dans cet épisode, nous allons voir les jointures les plus courantes pour optimiser vos requêtes. Avant d'aborder plus en détail les jointures SQL, on va faire quelques modifications dans la base de données. Mais avant toute chose, n'oubliez pas d'activer vos clés étrangères et de vous mettre en mode colonne. Alors dans un premier temps, on va insérer deux nouveaux clients. J'ai préparé une requête d'insertion pour nous faire gagner un petit peu de temps. Si on affiche l'intégralité de la table client, on voit bien apparaître nos deux nouveaux clients, Jerrycan et Mylène Micoton. Dans un second temps, on va ajouter une colonne parrain qui associe à certains clients l'ID des clients qui les ont parrainés lors de leur inscription sur jeffpezos.com. J'ai préparé deux requêtes qui vont nous permettre d'ajouter la nouvelle colonne et la remplir avec les ID. Si on affiche l'ensemble de la table client, on peut observer à titre d'exemple que Colette n'a pas été parrainée, mais que Lydie a bénéficié du parrainage de Colette. Enfin, on va créer une table stock qui contient deux colonnes, produits et stock dispo. J'ai également préparé deux requêtes pour créer la table et y insérer les données. Si on affiche la table, on voit bien les stocks disponibles associés à chaque produit vendu sur jeffpezos.com. Ok, super. Maintenant, passons aux jointures. Les premières jointures dont nous allons parler sont les jointures internes. C'est la jointure la plus commune. Cette jointure retourne les enregistrements ayant une correspondance dans les deux tables. À titre d'exemple, si je fais une jointure interne entre les tables client et commande, seuls les clients ayant passé une commande apparaîtront. Maintenant, imaginons un cas de figure. Jeff va afficher tous les produits qui ont été commandés dans une quantité supérieure ou égale à 2, associés au nom et au prénom des clients qui ont passé des commandes. Dans un premier temps, on sélectionne les colonnes qui nous intéressent, donc nom, prénom et produit. Ensuite, on indique les noms des tables que l'on veut joindre, commande et client, et entre les deux, on précise le type de jointure que l'on souhaite utiliser. À la suite de ça, on écrit la condition de jointure précédée du mot-clé ON. Notre objectif est de trouver les clients dont les ID figurent dans la colonne ID client de la table commande, et ce qui se traduit par une égalité entre la colonne ID de la table client et la colonne ID client de la table commande. Petite précision, il est nécessaire de préciser au SGBD la provenance des colonnes. Donc chaque colonne devra être précédée du nom de la table dans laquelle elle se trouve, suivi d'un point. Et enfin, on dit à notre SGBD qu'on ne s'intéresse qu'aux commandes dont la quantité est supérieure ou égale à 2 à l'aide de la clause WHERE. Ok, super. Là, on obtient bien le résultat attendu. On constate que certains clients apparaissent plusieurs fois, mais c'est normal. Ça signifie qu'ils ont passé à différentes reprises des commandes dont les quantités de produits commandés étaient supérieures ou égales à 2. Parfait. Maintenant, passons aux jointures croisées. Les jointures croisées permettent de réaliser le produit cartésien de deux tables. Ça signifie que chaque ligne de la première table va être associée à toutes les lignes de la seconde table. Il faut être super prudent quand vous utilisez ce type de jointure car le résultat peut être hyper conséquent en termes de lignes. Typiquement, si vous avez deux tables de 100 lignes chacune, vous obtiendrez un résultat de 10 000 lignes. La plupart du temps, on ajoute une clause WHERE lorsqu'on utilise la jointure croisée, de manière à filtrer les résultats. Prenons un exemple. Imaginons que Jeff veuille mettre à disposition un plus large choix de cierges sur son site à l'approche des fêtes de fin d'année. Il veut proposer 3 formes et 3 couleurs. Pour plus de clarté, il veut montrer à tous ses clients toutes les combinaisons possibles. Pour ça, on crée deux tables, forme cierge et couleur cierge, toutes deux composées d'une seule colonne contenant respectivement les formes et couleurs disponibles. Pour nous faire gagner du temps, j'ai préparé les requêtes de création et d'insertion des tables. Dans un premier temps, on sélectionne les colonnes qui nous intéressent. L'opérateur étoile nous permet d'indiquer que l'on souhaite afficher l'ensemble des deux tables. Et enfin, on précise le nom des tables que l'on veut joindre, entre lesquelles on écrit cross-join.
Ok, super. Là, on a bien le résultat souhaité. On voit bien toutes les 9 combinaisons possibles de formes et de couleurs. Mais sachez qu'on peut également écrire les jointures croisées en séparant le nom des deux tables par une virgule. Et vous verrez que le résultat sera identique. Top. Maintenant, passons aux jointures externes. Il existe 3 types de jointures externes. La jointure externe gauche, droite et bilatérale. Petite précision, dans le cadre des jointures, la table de gauche correspond à la première table que l'on mentionne dans une requête et celle de droite à la deuxième. La jointure externe gauche retourne les enregistrements de la table de gauche ayant une correspondance avec la table de droite, ainsi que ceux qui n'en ont pas. Les champs qui seraient alors vides ont une valeur spécifique dans SQL. C'est la valeur nulle. En gros, nul, c'est plus que vide. Ça signifie inexistant. Pour bien comprendre, affichons tout d'abord le résultat d'une jointure interne entre les tables client et commande. On constate que chaque produit est associé à un client. Si on écrit la même requête avec une jointure externe gauche, le résultat est différent. On observe que 2 clients ont des valeurs nulles dans la colonne produit. C'est normal car Jerrycan et Mylène Micoton ont un compte client mais n'ont pas encore passé de commande. La jointure externe droite se comporte de la même manière, mais elle retourne les enregistrements de la table de droite ayant une correspondance avec la table gauche ainsi que ceux de la table de droite qui n'en ont pas. Malheureusement, SQLite ne permet pas l'utilisation de la jointure externe droite. Cependant, il suffit d'inverser l'ordre des tables dans la requête pour transformer une jointure externe gauche en une jointure externe droite. Pour qu'on puisse observer le résultat d'une jointure externe droite, il faut insérer un produit dans la table commande qui n'est pas de client. Techniquement, c'est impossible, puisque notre clé étrangère est activée. On va donc la désactiver le temps de la démonstration et insérer un produit test. Petite précision, sur les autres SGBD, la jointure externe droite s'écrit avec la commande writeOuterJoin. Mais comme je vous le disais à l'instant, SQLite ne le permet pas. On va donc inverser le nom des tables dans notre requête. Ok, parfait. On constate bien que le produit test apparaît et que les noms et prénoms associés sont nuls. Au même titre que la jointure externe droite, SQLite ne supporte pas la jointure bilatérale, qui s'écrit à l'aide de la commande full-outer-join sur un SGBD plus évolué. Cependant, elle peut être obtenue en combinant 2 jointures externes gauche avec l'opérateur union. Union, c'est super simple. Il ajoute 2 tables ou résultats identiques l'un après l'autre. Dans un premier temps, on réécrit la requête dans laquelle la table client correspond à la table gauche, tout en gardant la même condition de jointure. À la suite de cette première jointure externe gauche, on indique l'opérateur union. Enfin, on réécrit la même requête en inversant les tables. Parfait, on voit bien apparaître le produit test qui n'a pas de client ainsi que les 2 clients qui n'ont pas passé de commande. On peut désormais supprimer le produit test et réactiver les clés étrangères pour s'assurer de la cohérence des données. Ok, super. Passons à l'auto-jointure. L'auto-jointure, c'est pas vraiment un type de jointure, c'est plutôt une stratégie pour qu'une table se référence elle-même. On peut donc utiliser le type de jointure le plus adéquat en fonction de la situation. L'auto-jointure, elle n'est pas hyper commune, mais elle peut s'avérer très utile si une table lit des informations avec des enregistrements de la même table. Prenons un exemple. Imaginons que Jeff veuille afficher les noms et prénoms de chaque client ainsi que les noms et prénoms des parrains correspondants. Il suffit donc d'établir une correspondance entre les ID de la colonne parrain et les colonnes ID, nom et prénom de la table. En ce qui concerne la syntaxe, il est nécessaire d'utiliser des alias, ici parrain et filleul, pour pouvoir expliquer à SQLite sur quel champ on réalise l'auto-jointure. En termes d'affichage, on veut 2 colonnes, filleul et parrain, dans lesquelles sont concaténés les noms et prénoms. Ensuite, on écrit une jointure externe gauche entre les 2 alias de la table. Et enfin, on indique qu'il faut faire une correspondance entre la colonne ID de l'alias parrain avec la colonne parrain de l'alias filleul. Parfait, on obtient bien le résultat escompté avec la liste des clients associés à leur parrain. Ok, super. Maintenant, passons à la dernière jointure, la jointure naturelle. La jointure naturelle permet de faire une jointure sans préciser une condition de jointure. Elle se fait automatiquement à partir du moment où 2 tables possèdent 2 colonnes nommées de la même manière. La jointure naturelle, elle n'est pas super recommandée puisque si vous modifiez le schéma de votre table, votre jointure n'est plus valide. D'autant plus que le gain de temps occasionné est bien trop faible par rapport au risque encouru. Mais bon, je vais quand même vous la montrer à travers un exemple. Imaginons que Jeff veuille afficher les données de chaque commande ainsi que les stocks des produits commandés. C'est possible puisque les tables stock et commande disposent d'une colonne nommée produit. Premièrement, on va sélectionner l'intégralité des colonnes de ces 2 tables à l'aide de l'opérateur étoile. Ensuite, on écrit le nom des 2 tables entre lesquelles on indique le type Natural Join. Ok, nickel, on voit bien les informations de chaque commande apparaître ainsi que les stocks disponibles de chaque produit commandé.
Alors si je résume, dans cet épisode, on a appris à utiliser différents types de jointures pour combiner les colonnes de plusieurs tables. Grâce aux jointures, on a pu réellement exploiter le modèle relationnel des tables d'une base de données. Je sais que le concept de jointure, il peut sembler un peu abstrait au début, alors surtout n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Cet épisode marque la fin de notre série sur SQL. Alors bien évidemment, on n'a pas traité l'ensemble du SQL, mais désormais, vous avez les clés nécessaires pour démarrer avec ce langage. Au cours de ces vidéos, on a utilisé SQLite, mais sachez que c'est le SGBD le plus light du marché, d'où son nom d'ailleurs. On a vu au cours de nos différents exemples que SQLite ne supportait pas certaines constructions, comme la jointure bilatérale ou la jointure externe droite. Il est également impossible de supprimer ou renommer les colonnes d'une table. Mais le plus important, c'est que SQLite n'est pas un SGBD réseau. Ça signifie qu'on ne peut pas accéder facilement à la base de données à distance. Et surtout, on ne peut pas laisser plusieurs utilisateurs ou logiciels y accéder en même temps sans risquer des incohérences dans les données. Cependant, SQLite reste très facile à installer et à prendre en main. Comme les autres SGBD, il peut être utilisé avec la ligne de commande comme je vous l'ai montré. Mais aussi et surtout, les SGBD et le langage SQL sont intégrables à vos propres logiciels écrits dans des langages de programmation comme C#, Java, JavaScript ou Python. En gros, on continuera à écrire de l'SQL peu importe le langage qu'on choisira pour notre application. Et ça, ce sera très utile quand on voudra que jeffpezos.com devienne une vraie application en ligne. Notre prochaine série sera consacrée à Python, qui est le langage de programmation préféré des data scientists. Et vous verrez qu'on continuera à écrire du SQL. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit like sur la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très vite sur Impulse TV.